Du coup, merci beaucoup de nous avoir invités sur ce flash santé pour présenter du coup le SPAD, en effet, sécurisation du parcours de la personne âgée à domicile, qui a été construit par rapport, comme disait Anthony, en fait, on part des besoins des professionnels de santé du territoire qui avaient repéré qu'au niveau de la prise en charge de la personne âgée, il y avait quelques difficultés. Enfin, c'était assez compliqué pour eux, notamment d'identifier quelqu'un, un numéro unique et que c'était très chronophage pour eux de pouvoir organiser les choses. Et souvent, la facilité faisait que ces personnes âgées étaient envoyées vers des services d'accueil d'urgence. Donc voilà, donc on a essayé de travailler en lien du coup avec les professionnels de santé du territoire, mais également avec le conseil départemental qui est représenté par l'agence autonomie, en lien du coup avec les DAC, donc DAC Nord et DAC Sud, puisque nous sommes une association qui agit sur l'ensemble du département des Yvelines. Donc ce projet va concerner du coup des personnes âgées de plus de 75 ans, euh, hors demande de placement, puisqu'en fait notre objectif principal est le maintien à domicile. Je peux te laisser passer la slide. Donc voilà, si on revient sur nos missions, donc c'est vraiment prioritairement favoriser le maintien à domicile pour éviter les ruptures de parcours, répondre dans une temporalité de courte durée. En fait, nous avons fait une première expérience sur 2023-2024 sur un échantillon d'à peu près 180 personnes âgées. Où la grosse demande, en fait, c'était de pouvoir répondre le plus rapidement possible. Et notamment dans les moins de 24 heures, puisque quand le patient se présente dans un cabinet médical, le médecin a besoin d'avoir une réponse rapidement et que le patient soit rappelé le plus rapidement possible. Donc vraiment induire un parcours. Donc, on va vous présenter un schéma juste après où vous allez comprendre. Un parcours dans une dynamique décloisonnée entre les acteurs de la ville, de l'hôpital, du médico-social et de manière plus générale de l'écosystème. Donc la prise en charge de la personne âgée est multidimensionnelle. On ne peut pas en fait agir seulement nous de notre côté sanitaire. On a besoin également du médico-social et des différents acteurs qui sont en place sur le territoire. L'idée, c'est vraiment de réorienter et de faire agir des acteurs de proximité directement. Limiter le recours aux urgences. Donc voilà, en développant les hospitalisations programmées. Donc l'une de nos deux portes d'entrée est notamment la régulation centre 15. Et on peut, avant c'était pareil, la seule réponse qu'ils pouvaient avoir lorsqu'ils avaient un appel d'une personne âgée, c'était d'envoyer au service d'urgence pour voir ce qui se passait. Donc là, on travaille avec ces secteurs-là pour justement éviter le passage aux urgences et pouvoir organiser l'hospitalisation en amont, pouvoir préparer le dossier, préparer la famille, ils arrivent avec un horaire d'hospitalisation et au moment de l'hospitalisation, il y a une équipe qui prend en charge le patient. Et du coup, apporter un soutien professionnel à la personne âgée et leurs aidants. C'est un petit peu ce qui est ressorti de l'expérimentation, c'est qu'en fait, chacun de leur côté était un peu perdu face à la multitude de dispositifs qui existent sur le territoire et souvent des dispositifs qui sont méconnus du grand public. Donc voilà, c'est vraiment pouvoir les mettre en valeur, les mettre en lumière et pouvoir que chacun puisse travailler ensemble autour de ces personnes âgées et de ces aidants. Je laisse passer la slide. Alors, concrètement, comment ça se passe? Déborah, elle a bien dit qu'il y avait deux accès. Ça va être soit les professionnels de santé de ville, donc aujourd'hui c'est majoritairement des médecins, mais ça peut être aussi des infirmières, des kinés et des pharmaciens, ou bien donc la régulation du 15 qui a identifié une situation qui ne nécessitait pas une hospitalisation, mais ressent le besoin pour la famille ou directement pour le patient d'échanger plus longuement sur la situation pour déterminer quelle est la meilleure démarche à avoir.
L'idée, c'est que nous, on va pouvoir rappeler le patient ou son aidant dans les 24 heures après l'adressage. Soit le professionnel a déjà formulé un besoin, typiquement organiser un transport pour une consultation, aide à la recherche d'un professionnel, conseil sur les aides du médico-social, soit il va nous demander de faire un petit peu une enquête pour aider à identifier quel est le besoin de la famille. Ensuite, on va donc réorienter vers tout le panel des acteurs qui peuvent exister. Donc certains vont pouvoir intervenir rapidement et d'autres vont pouvoir intervenir que sur une durée un peu plus rallongée. Dans certaines situations, l'atteinte de l'objectif est assez rapide. Et donc, c'est là que se joue un petit peu l'articulation avec les DAC. L'idée, c'est que on puisse, pour les situations qui le permettent, répondre aux besoins ponctuels et bien identifiés dans le temps. Et ensuite, on va chercher un relais donc, pour un accompagnement sur le plus long terme, parce que l'idée du SPAD, c'est d'être un initiateur, un inducteur de parcours et pas de rester donc sur la durée. Donc, pour les situations qui vont nécessiter un accompagnement sur le long terme, on va réfléchir à une collaboration et une orientation, soit vers les DAC, soit si c'est exclusivement médico-social avec les conseillers autonomie. Toute cette démarche, elle se fait en collaboration avec les médecins. Donc, évidemment, le médecin traitant du patient lorsqu'il y en a un, et en plus, donc, les médecins superviseurs du SPAD, il y a des temps médicaux qui sont dédiés. L'idée, c'est qu'on va tenir informé l'orienteur un petit peu des orientations et l'objectif, c'est de clarifier un petit peu le relais pour éviter donc la confusion sur qui fait quoi. L'objectif serait qu'on puisse vraiment donner au patient et à son aidant l'information. Voilà, à partir de maintenant, votre interlocuteur sera telle personne pour plus de clarté. Donc là, vous voyez ces deux portes d'entrée qui sont exclusivement sanitaires. Nous sommes en travail avec l'agence autonomie qui sera la porte d'entrée médico-sociale, donc pour tous les services d'aide à domicile et notamment les CCAS. Mais c'est un travail qui sera coordonné du coup entre l'infirmier du SPAD et les conseillers autonomie de l'agence autonomie, où ils pourront travailler main dans la main sur les dossiers des patients. On peut passer la slide. Donc oui, on avait fait une première expérience sur 2023-2024 et là, on déploie le SPAD depuis septembre 2024. Donc là, c'est les chiffres depuis septembre 2024. Donc pour le moment, nous avons un référent parcours et un deuxième en cours de recrutement. Donc on est à 130 patients à fin février, avec un âge moyen qui se situe autour de 86 ans. Pour le moment, plus d'orientation par la ville, mais nous avons beaucoup travaillé sur la porte régulation et on commence à pouvoir augmenter sur cette porte. Donc, avec un délai de traitement du premier appel en moyenne à 5h37, donc on tient nos objectifs de rappeler dans les 24 heures. Ce qui permet vraiment de rassurer en fait les patients, c'est de leur dire qu'ils vont être appelés rapidement et ils sont très contents de pouvoir être appelés dans les 5h37. Avec une durée moyenne de prise en charge du coup sur le SPAD de 12,5 jours. Donc c'est à partir du moment où le patient nous a été adressé, la situation est sécurisée dans les 12,5 jours. Donc les motifs d'adressage principaux sont les difficultés dans les actes du quotidien. Donc ça, c'est tout à fait le cas typique où le patient ne décide pas forcément un passage aux urgences et on peut régler les choses en amont. L'organisation du suivi, notamment médical, où, par exemple, nous avons un patient qui a besoin d'un rendez-vous mémoire et où le médecin généraliste, à plusieurs reprises, demande au patient de prendre le rendez-vous et ce n'est pas fait. Donc là, on va pouvoir appuyer cette demande et travailler avec le patient pour que ce rendez-vous soit pris.
et l'épuisement de l'aidant. Du coup, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement, et notamment au niveau des appels au 15 où c'est souvent les aidants qui appellent parce qu'ils sont complètement dépassés par la situation. Juste pour quelques chiffres, donc il y a à peu près 50 000 appels de personnes âgées ou d'aidants au niveau du centre 15 par année. Donc à peu près 30 000 peuvent correspondre à des chutes. Donc les principales actions réalisées, donc là c'est en pourcentage. Donc on voit bien qu'on travaille en coordination avec les DAC, puisque 14% de ces situations peuvent être envoyées vers les DAC. Mais ce qui veut dire que de l'autre côté, il y a des situations qui ne nécessitent pas forcément un DAC puisqu'elles ne sont pas complexes. Ça peut être une action qui est ponctuelle, mais qui peut sécuriser la situation parce que c'est mis en place. Recherche d'un spécialiste ou d'un médecin traitant. Donc ça, on travaille notamment en collaboration avec les CPTS, qui sont les acteurs de proximité au niveau sanitaire, et activation d'un SAD et d'un portage de repas. Donc 93% des patients de ces 130 patients n'ont pas eu recours à un service d'urgence ou une hospitalisation non programmée pendant la durée de la prise en charge par le SPAD. Donc avant, c'était des patients qui étaient systématiquement envoyés vers les urgences. Je laisse passer. Donc, on a fait une petite étude géographique, donc parce que nous, comme je l'ai déjà dit, l'APTA est située sur l'ensemble du territoire des Yvelines. Donc, on a commencé sur une zone plutôt Grand Versailles. C'est pour ça qu'au niveau des chiffres, c'est plus représentatif sur le secteur Grand Versailles, mais on voit qu'au fur et à mesure, ça s'étend. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Et comme je le disais, on travaille en lien avec les CPTS et les professionnels de proximité. En fait, l'objectif, c'est vraiment de replacer le patient avec des professionnels et des associations et les DAC qui sont vraiment au niveau de sa proximité et qui peuvent lui donner une réponse de proximité. Je vais passer à la diapo suivante. Donc, les modalités de contact. La personne qui doit prendre contact avec le SPAD doit être un professionnel de santé libéral. Le numéro est à l'usage des professionnels. Bon, ce sera également celui qui sera utilisé pour communiquer avec le patient et l'aidant. Mais pourquoi on le veut à l'usage des professionnels? C'est déjà parce que l'APTA est au service des professionnels de santé libéraux, hein, au-delà des patients, et aussi pour éviter les confusions. Si le patient appelle directement, il peut avoir tendance à modifier un petit peu la consigne qui aurait été donnée par le professionnel de santé. L'idée, c'est de comprendre très brièvement quelle est la difficulté et quelle action on peut mettre au regard. Donc, pour les professionnels de santé, ça va plutôt être des problématiques de suivi ou d'adhésion du patient. Il va y avoir tout le dialogue avec l'aidant également pour l'aider à retrouver sa place dans le parcours de son senior. Ça, c'est un enjeu important. Et donc, on va les orienter vers les bons acteurs. Donc, parmi les acteurs, on va avoir l'imagerie à domicile, on va avoir évidemment les CCAS, les hôpitaux de jour, tout ce qui est lié à la gériatrie, les consultations mémoire, les hôpitaux de jour fragilité. La communication se fait via l'ensemble des outils des partenaires. Donc aujourd'hui, ça va être téléphonique, SMS, mail non sécurisé, encore un peu trop, mais on essaye d'y travailler. De plus en plus, Silo, l'outil de coordination régionale Santélien et les messageries de santé sécurisées. Toc, toc, toc. Une fois que vous avez orienté votre patient, vous pouvez l'informer que soit en amont, soit en aval, hein, qu'il va être contacté par le SPAD, et vous pouvez donc lui remettre un flyer qui lui est destiné, où ne figure pas le numéro, mais qui lui explique brièvement quel va être l'objet de l'appel. C'est celui que vous voyez en tout petit en bas à droite.
Ça évite que notre infirmier soit considéré comme un spam. Ils aient peur en fait des arnaques au téléphone et du coup ça leur permet voilà d'anticiper les choses et de comprendre que c'est l'infirmier qui les appelle. Hop, on te laisse passer. On peut passer à la diapo suivante. D'accord. Désolée, il y a un petit temps à chaque fois. C'est Est-ce ça. que vous pourriez nous envoyer les flyers pour qu'on puisse les rendre disponibles aux participants? Bien sûr. Bien sûr. Merci. Alors, ça n'a toujours pas changé de page. La magie du direct. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ça y est. Alors, pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire et que vous puissiez visualiser un cas qui vous parlera, je pense, on peut avoir un patient donc de 86 ans qui va chez son médecin traitant. Le patient a des troubles cognitifs, il a tendance à oublier de prendre ses médicaments correctement et il a au moment de la consultation une perturbation de son bilan sanguin. Il exprime auprès de son médecin des difficultés dans les actes du quotidien. Et le médecin décide donc de prescrire une consultation mémoire. Dans un premier temps, il voit que son patient, au moment de la consultation suivante, n'a toujours pas pris son rendez-vous, donc on a une difficulté d'adhésion et d'organisation du suivi. Le médecin peut alors solliciter le SPAD. L'objectif sera de sécuriser la prise des médicaments en organisant un suivi par une infirmière libérale. Il va y avoir donc une enquête un petit peu du niveau d'autonomie et des difficultés au domicile auprès d'acteurs s'il y en a qui sont préexistants et dans ce cas-là plutôt auprès de la famille et directement du patient. Euh, on va accompagner donc la patiente dans l'organisation du rendez-vous, c'est-à-dire de la consultation mémoire. On va demander à l'infirmière libérale, on va vérifier l'effectivité du retour de l'infirmière libérale vers le médecin traitant pour identifier quelles sont les problématiques autour de la prise du médicament. Dans ce cas-là, la mise en place d'un pilulier résout le problème. Et on va avoir la mise en place d'un SIAD pour compléter et compenser la perte d'autonomie de la patiente. On peut passer à la diapo suivante. Je te laisse faire. Donc là, c'est une petite diapo de conclusion hein, de tout ce qu'on vient de se dire. Donc voilà, le SPAD c'est vraiment réactif dans les 24 heures, notamment dans le cadre sanitaire, toujours en lien avec les structures et dispositifs existants de proximité. Donc, par tout ça, nous aimerions éviter les hospitalisations non programmées, également réduire le temps d'hospitalisation. Nous ne l'avons pas précisé, mais nous travaillons également en lien avec les hôpitaux. Alors, pour le moment, sur le sud, et nous sommes en train nous avons contact avec le nord pour justement travailler sur les amont aval de l'hôpital. Diminution des passages aux urgences. Notamment par les appels au 15. Donc, faire gagner du temps au niveau médical et professionnel en optimisant en fait leur temps, en permettant aux professionnels de santé de revenir vers le soin et de prendre en charge tout ce qui est administratif. Entrée précoce et facilité sur un parcours d'aide et de soins. Donc, plus on va prendre les difficultés en amont, plus on limitera en fait les ruptures de parcours et les pertes d'autonomie. Rendre lisibles les intervenants qui existent au niveau des Yvelines, les mettre en lumière et soutenir les aidants en les orientant vers les bons dispositifs. Il y a des dispositifs de soutien aux aidants qui existent. Repérer du coup tout ce qui est fragilité et anticiper, prévenir les parcours. Nous avons terminé. Du coup, est-ce qu'il y a des questions?
Je vois une main levée, Camille Madame Andrieux. Andrieux, Oui. on vous donne la parole. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je me posais la question justement de l'articulation avec les DAC. Sur le papier, les missions en tout cas semblent un petit peu euh, claires, ou en tout cas il y a des actions qui sont en tout cas en lien, et du coup je voulais savoir comment vous vous articulez. Je comprends que vous intervenez avant, c'est bien ça, puisque vous orientez vers le DAC. Mais si ce n'est finalement le critère d'âge, la différence en réalité, enfin en tout cas en tant que professionnel, euh, si ce n'est l'âge, mais pourquoi on est plus vers le SPAD ou plus vers le DAC? Euh, alors, ouais, c'est une excellente question qui revient très souvent. L'idée, ça va être déjà la temporalité. On va orienter au SPAD vraiment quand on va ressentir le besoin d'avoir un interlocuteur dans les moins de 24 heures pour le patient ou son aidant. Ça va être aussi sur une notion est-ce que la situation est perçue complexe par le professionnel ou pas. Là, on voit bien qu'il y a beaucoup de situations qui nous sont orientées, qui ne relèvent pas dans le DAC, dans le sens où il n'y a pas forcément une grande pluralité des professionnels qui vont graviter autour du patient. Et parfois, il y a un objectif qui est déjà très clairement ciblé et qui est facilement atteignable. Au niveau de l'articulation, elle se fait de manière assez fluide dans la mesure où il peut tout à fait y avoir l'initiation de premières actions et un relais ensuite qui est assuré vers le DAC si on sent qu'il y a besoin d'une sécurisation sur une durée plus longue, aujourd'hui on dirait plutôt de plusieurs mois. Mais bon, les DAC répondront mieux que moi sur ce délai. Et juste petite En question, tout est-ce cas, que on vous a fait avez... depuis la mise en place du SPAD, on a fait plusieurs temps de travail pour s'articuler autour d'exemples concrets. Dans tous les cas, pour les professionnels, ça sera transparent. Si vous faites appel au SPAD et que c'est plutôt du DAC, du coup, le SPAD réorientera vers le DAC directement et inversement. Donc, l'articulation, elle se fait de manière fluide et on utilise la plateforme de coordination régionale Santé-Lien pour communiquer en plus des canaux habituels. Donc là-dessus, c'est assez. Il n'y aura pas de passion perdue en cours de route. D'accord. Et donc, du coup, pas de mauvaise orientation, entre guillemets, si jamais voilà, on adresse, par exemple, une demande au SPAD et que ça relève plutôt d'un DAC, ça se fait, comme vous dites, de manière assez transparente. Enfin, en tout cas, pour le professionnel qui a orienté, vous jugez bon de qui peut intervenir, on va dire, sur la situation. Tout à fait. Et du coup, est-ce qu'il y a un homologue au SPAD dans le 95? Non, pour le moment, non, parce que nous sommes en cours de création. Pour le moment, on est un peu unique. Ok, On espère peut-être que si ça fonctionne, peut-être que ça sera déployé sur d'autres départements, mais pour le moment, on est un peu test. ok, d'accord, merci. De rien. On a plusieurs questions. Pouvons-nous vous solliciter à partir de l'hôpital? Alors, c'est en travaux. On est en train de réfléchir au parcours, donc lien hôpital-ville, dans les deux directions. Donc, une orientation qui serait du SPAD vers l'hôpital. Et là, on travaille une orientation de l'hôpital vers le SPAD. Euh, Après, l'hôpital travaille de plus en plus sur son parcours de retour à domicile. Il est censé normalement mettre en place les dispositifs nécessaires au retour à domicile. Donc le lien normalement devra plutôt se faire dans une idée de continuité s'il y a des actions qui ont été initiées à l'hôpital mais qui n'ont pas pu aboutir avant la sortie du patient. Dans ce cas-là, le SPAT pourra être activé pour sécuriser donc que ces actions se concrétisent et trouver un acteur qui pourra rester dans la temporalité si ça le nécessite.
Oui, c'est un travail qui est en cours, qui va être un peu de longue haleine, puisqu'on s'est rendu compte que chaque hôpital fonctionnait de façon différente pour gérer ses sorties. Et du coup, c'est des multiples rencontres et des groupes de travail à faire avec chaque hôpital. Il y a une question. Faites-vous de l'aide administrative, par exemple, aide à compléter une demande d'APA? Alors, on l'a fait un petit peu, mais c'est pas l'esprit. Euh, on essaye quand même de valoriser les personnes dont c'est la responsabilité. Donc aujourd'hui, c'est plutôt celle des CCS ou des PATS. Maintenant, très concrètement, effectivement, c'est des actions qu'on va initier, hein, de demander au patient ou à son proche de constituer le dossier. En termes de temporalité, c'est pas forcément adapté au SPAD, puisque quand on complète le dossier, il y a un délai de traitement qui va au-delà de 4 mois avant l'obtention du financement. Donc normalement, le SPAD n'est plus là. Mais en ce qui concerne donc le remplissage de la demande, on va faire au maximum. La première stratégie, ça va être d'abord de renvoyer la personne ou son aidant vers une aide administrative, donc soit le CCS, soit le PAT, soit un écrivain public. Si on peut le faire à distance, on essaye de le faire à distance. Après, l'enjeu sur le dossier APA, j'ai envie de dire, c'est plutôt à l'heure actuelle de bien orienter soit vers l'APA, donc l'aide personnalisée à l'autonomie, soit vers l'aide des caisses de retraite. C'est vrai que depuis le formulaire unique, le constat, c'est qu'il y a de la confusion, il y a des erreurs d'orientation liées aux 4 questions qui permettent de déterminer le niveau d'autonomie de la personne. Donc concrètement, l'aide, ça peut être d'évaluer le niveau d'autonomie via une grille Agir pour s'assurer que le patient est bien orienté. Merci. Il y avait c'est pas une question, mais plutôt une rupture de parcours que nous sommes plusieurs à rencontrer. Donc c'est Lucia Desmureaux. Nous sommes à la recherche de moyens de transport pour une personne en grande surcharge pondérale. Cette personne en rupture de soins est en rupture de soins à cause de cette problématique. Je me permets du coup de rebondir, sauf si vous voulez intervenir avant, l'équipe du SPAD, sur ce type. Non, comme ça, spontanément, bah, ça m'évoque les ambulances avec transport bariatrique. Après, c'est vrai qu'ils tous n'en ont pas. Je crois que Jussieu n'en a pas, mais oui, il y a quand même une offre qui existe. Au niveau du DAC 78 Nord, cette problématique revient de manière fréquente. Donc, on a dans la mission animation territoriale, on doit porter un observatoire des ruptures de parcours. Et c'est une rupture que nous avons identifiée et que nous allons faire remonter à l'Agence régionale de santé la semaine prochaine. Donc, et aussi, j'en profite pour faire un parallèle si vous souhaitez travailler sur ces ruptures de parcours et réfléchir ensemble à des marges d'action. Il y aura un COSIN, donc un comité de l'Observatoire des ruptures de parcours de santé Yvelines Nord qui aura lieu le 10 avril. Et vous pouvez vous inscrire via LinkedIn ou sur notre site pour pouvoir y participer. Mais en tout cas, c'est des ruptures qui sont prises en compte. Je ne sais pas, Charlène, si tu voulais rajouter quelque chose ou l'équipe du SPAD. Je pense que c'est bien de recontextualiser cette Mm. mission d'observatoire qu'a l'EDAC et comme le soulignait Aurélie, malheureusement, c'est une rupture qu'on rencontre de plus en plus parce que sur ce type de transport, il y a aussi un reste à charge qui est assez conséquent en fait pour les patients. Et en grande majorité, on est dans des situations où les patients n'ont pas cette possibilité de pouvoir financer ce reste à charge et ce qui va conduire forcément à la rupture du parcours de santé. Donc, on mène cette action au travers de cet observatoire de pouvoir remonter ce type de rupture. On a un temps qui est dédié avec la DDARS 78 la semaine prochaine pour présenter toute l'analyse des ruptures qu'on a pu identifier au sein de l'activité DAC et cette rupture en fait partie puisqu'il y a des choses qui peuvent être travaillées avec les acteurs territoriaux et donc tout l'intérêt de ce COSIN, de ce comité de l'observatoire dont parlait Aurélie, parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on peut co-construire tous ensemble sur le territoire, mais après il y a aussi des
ruptures sur lesquelles on aura beau mettre en place toute la bonne volonté des acteurs du territoire, on n'aura pas de levier d'action et donc on se doit de les faire remonter du coup à la DDRS pour pouvoir réfléchir avec eux à des possibilités de levée d'action et pouvoir s'appuyer sur leur mobilisation. Donc, on vous convie, voilà, certains ont peut-être vu passer la communication liée au comité de l'Observatoire et on sera ravis, voilà, de pouvoir échanger avec vous aussi sur d'autres types de ruptures que vous pouvez être amenés à rencontrer en fait dans les parcours que vous accompagnez au quotidien. Lucia Desmureaux, vous vouliez réintervenir? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Nous, on est vraiment très ennuyés parce que monsieur a dit tout à l'heure qu'il existait des ambulances bariétriques qui sont très très chères. L'idée, c'est de voir comment on peut soigner ces personnes-là. Parce que nous, on n'arrête pas d'annuler les rendez-vous qu'on prend parce qu'elle ne peut pas payer le reste à charge. Et cette dame-là, quand même, elle est suivie en néphrologie, en cardio. Elle a fait, enfin, c'est quand même grave sa situation. Et donc là, vraiment, on a un rendez-vous là le 24 et on n'a pas trouvé de moyen, que ce soit avec le CCAS, que ce soit avec la DAC, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà proposé à la DAC. On est sans solution pour cette dame. Après, je ne sais pas si les aides exceptionnelles de la CEPAM pourraient payer, mais ça serait... Ah non, t'inquiète. Je regardais ma collègue assistante sociale, mais vu qu'elle vient d'arriver, c'est compliqué de répondre. En tout cas, on sait que c'est une grosse problématique, surtout pour les personnes avec des moyens financiers limités, d'où tout l'intérêt voilà, d'en échanger ensemble lors du coaching ou par téléphone, si vous le souhaitez. Est-ce qu'on avait d'autres Avec plaisir, questions? hein, par téléphone. Merci. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions? En tout cas, merci beaucoup à Déborah et Anthony d'avoir pris le temps de venir présenter votre dispositif. Voilà, nous enverrons à l'issue du flash chanté le support de présentation ainsi que les flyers présentés lors du flash chanté. La prochaine rencontre aura lieu le mardi 15 avril de 13h à 14h et nous recevrons l'équipe prévention CEPAM 78 et la CRAMIF. Il y aura une nouveauté pour vous inscrire. Les modalités seront notifiées dans le mail d'inscription, mais vous pourrez également directement sur notre site internet, je vais vous mettre le lien, vous inscrire aux prochaines rencontres flash chantées. En tout cas, merci à tous d'être venus sur cette rencontre et je vous dis à bientôt.